attendant, voici Michel et Ingrid. Ils se sont ruinés en achetant une maison dangereuse, 100 000 €, partie en fumée pour une bâtisse qui menace de s'écrouler. Et ça peut vous arriver. Comment on va faire? Le vendeur aurait délibérément caché la vérité sur l'état de la demeure, alors qu'il savait. Je ne me sens coupable de rien. Est-ce que vous avez une décision de justice? Monsieur, me laissez pas dormir idiot ce soir, soyez sympa. Pour Ingrid et Michel, sans aucun doute, est l'ultime recours. Voici leur histoire. Chacun avait peur d'attraper le chikungunya. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, donc la seule solution c'est de subir. C'était vraiment une psychose, on n'osait plus sortir. Il y avait environ 250 000 à 350 000 personnes qui étaient touchées par ce chikungunya. 350 000 personnes contaminées, 77 morts et un Réunionnais sur 7 touchés. Parmi eux, Ingrid, dans sa famille, elle a été la première à attraper ce virus. J'ai été couverte de boutons de la tête aux pieds par plaques. Et ça m'a démangé, ça a duré 3 semaines. J'arrivais même pas à ouvrir le biberon, je ne pouvais pas me déplacer. Avant de dérouiller les articulations, de poser le pied par terre le matin, il fallait au moins 1 heure. Puis c'est Michel, son mari, qui a été infecté. Ça a commencé dans l'après-midi et le soir, dès le soir, j'avais 40 de fièvre, ça a duré 1 semaine avec des douleurs épouvantables dans toutes les articulations. C'était des douleurs atroces. Mal aux pieds, mal aux mains, mal au dos, toutes les articulations ont souffert. C'était infernal. Jackie, la mère d'Ingrid, a aussi contracté cette maladie. D'un seul coup, j'ai eu une insuffisance respiratoire. Et là, j'ai demandé à mes enfants, ils m'ont emmenée à l'hôpital, j'avais plus de 41. Et là, j'ai été hospitalisée donc en urgence, mise sous perfusion pour faire tomber la température. C'était vraiment l'horreur, quoi. La seule épargnée, c'est la petite fille de Michel et Ingrid, âgée de 8 mois à l'époque. Ses parents ont tout fait pour la protéger. Il fallait absolument pas qu'elle l'attrape parce que cette maladie fait tellement de ravages. Il y a des bébés qui ont gardé des séquelles à vie. Donc je voulais vraiment pas qu'elle l'attrape, c'est l'horreur. Donc on la mettait sous moustiquaire tout le temps, nuit et jour. On la sortait plus, on la protégeait tout le temps. On se disait mais on peut pas vivre comme ça, enfermé. Comment on va faire? Il faut absolument qu'on trouve une solution. Et la solution va être radicale. Démissionner, quitter la Réunion pour venir s'installer en métropole. Ça a été une décision effectivement assez difficile à prendre. Bon, il fallait quitter notre emploi, il fallait recommencer tout à zéro et tout laisser derrière soi. Voilà. Il n'existe aucun traitement, aucun vaccin, donc la seule solution c'était de partir. Michel et Ingrid se mettent immédiatement à la recherche de leur futur logement. On cherchait une maison donc dans le sud-ouest, il fallait qu'il y ait 2 logements, un pour maman et un pour nous. Et puis il ne fallait pas que ça dépasse 100 000 € par rapport à notre budget. C'est sur Internet qu'ils vont trouver leur bonheur. Ingrid envoie un mail au propriétaire. Quelle est la surface totale? Elle lui pose des questions et demande aussi des photos. Les photos, moi je les ai trouvées pas mal, ça correspondait... Bon, c'était pas terrible, mais bon, pour le prix, ça convenait. Et bon, en plus, le propriétaire me semblait très sincère et sympa. Bon, donc le contact a été vraiment très bon, quoi. Sans voir ni même visiter la maison, Michel et Ingrid décident de l'acheter. Il faut maintenant préparer le départ. Début avril 2006, Jackie, Michel, Ingrid et leur fille arrivent enfin dans le sud-ouest de la France. Le propriétaire à l'époque est venu nous récupérer ici à la gare, donc c'était vraiment très sympa, quoi. Et il nous a ensuite emmenés donc à l'hôtel pour que nous puissions nous installer en attendant que la signature se fasse, puisqu'il y avait eu quelques jours de retard, 1 semaine de retard par rapport à ce qui était prévu. Il nous a payé une petite partie de l'hôtel, on a trouvé ça vraiment très gentil, quoi. On a eu un accueil vraiment agréable. Pas un mot négatif, enfin bon, tout semblait parfait. Le 12 avril 2006, l'acte de vente définitif est signé. Prix de la maison, 100 000 €, payé avec un crédit sur 15 ans. La famille peut enfin prendre possession de son bien. Cette maison, la voilà, elle est composée de 3 appartements, visite guidée. Cuisine et salle à manger. Ici, c'était la chambre à Aurélie. Oui, et puis là, c'était notre chambre. Juste à côté, c'est l'appartement de Jackie. Le dernier appartement est libre, il servira de commerce et d'atelier de peinture. Mais avant, il va falloir faire des travaux, c'est Michel qui s'y colle.
J'ai fait toute l'isolation ici et au plafond, j'ai mis 20 cm de laine de roche sur toute la surface des plafonds. Ça représente environ 200 mètres carrés. Toute la totalité de la toiture, 240 mètres carrés. Toutes les vitres ont été remplacées par de doubles vitrages. Bon, j'ai fait faire ça par une entreprise spécialisée. Toutes les vitres y ont eu droit. En tout, ça fait 28 vitres. Ça a coûté une petite fortune. Une petite fortune qui s'élève à 10 000 €, soit 1/10 du prix de la maison. Si j'avais dû les faire faire, ça aurait bien atteint la moitié du prix de la vente. Quelques mois plus tard, les travaux sont terminés. Jackie peut enfin ouvrir son commerce. Elle se met au travail et passe ses journées à peindre les différents supports exotiques qu'elle a rapportés de la Réunion. Rapidement, les clients sont là. Ingrid décide alors de se joindre à elle. J'ai ajouté la broderie et aussi un salon de thé en complément parce que la visite d'exposition et le salon de thé, ce sont des activités qui se complètent et qui s'attirent l'une l'autre. Dès le mois d'avril, on avait du monde. Ouais, ça marchait bien. Nous sommes en janvier 2007. Michel lui aussi a trouvé un travail. Il est négociateur dans l'immobilier. On avait vraiment l'impression d'avoir reconstruit quelque chose et de repartir et sur une nouvelle vie avec tout qui s'installe, le bonheur. Pour nous, c'était pari gagné, quoi. On quitte un contexte de maladie pour retrouver la liberté de vivre, de sortir, de vivre normalement. Ça fait maintenant plus d'1 an que la famille est installée dans le sud-ouest de la France. Dans le village, les langues se délient, les voisins commencent à parler, les bruits courent, leur maison serait dangereuse. Au début, moi, j'y ai pas cru. Et puis petit à petit, le doute s'est installé au fil des mois. Un voisin nous disait « Oh, il y a eu quelque chose, il y a eu un glissement de terrain en je ne sais plus quelle année ». L'autre nous disait « Oh là, votre maison, elle a bougé ». Un autre, il parlait qu'il fallait faire un drain qui n'aurait pas été fait. Voilà, donc... Après, on a entendu dire qu'à un moment, il ne pouvait plus louer, l'ancien propriétaire. Donc tout ça, ça nous a amené à réfléchir, à essayer de chercher, à comprendre. Et puis, on a mené notre enquête. Michel se rend à la mairie du village pour avoir des informations. Il m'a confirmé qu'il y avait eu un sinistre en 1992, à savoir un glissement de terrain, et que cette maison avait fait l'objet d'une expertise. De retour chez lui, il prend connaissance de l'expertise. Un point attire immédiatement son attention, il est question d'une évacuation de sa maison. Michel retourne à la mairie pour en savoir un peu plus. Il y a eu ou pas un arrêté d'évacuation? Il m'a dit oui, effectivement. Il y a eu un arrêté d'évacuation. Mais je lui dis, mais cet arrêté, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il me dit, il avait l'air très gêné. Et il m'a dit, cet arrêté est toujours en vigueur aujourd'hui. Alors je lui dis, mais monsieur le maire, vous êtes en train de me dire que vous m'avez laissé acheter une maison qui n'était pas habitable. Ça a été terrible. Il a fallu aussi respecter la loi, c'est-à-dire évacuer. Nous n'avions pas le choix. Cet arrêté, le voilà, il date de février 1993. Pourtant, dans leur acte de vente, il n'y a rien. Le vendeur déclare même que le bien vendu n'est pas insalubre et ne fait l'objet d'aucune interdiction d'habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou de confiscation, ni injonction de travaux. Ingrid contacte l'ancien propriétaire pour tirer cette histoire au clair. Pour lui, il n'y avait pas d'arrêté d'évacuation. On lui a demandé de faire des travaux suite à un glissement de terrain. Donc il a fait les travaux qui étaient demandés par son assurance. Donc pour lui, il n'y a pas du tout de souci, quoi. Pour Michel, c'est sûr, sa maison serait bel et bien dangereuse. Pour preuve, selon lui, ces fissures sur ce mur. Depuis notre arrivée, ça s'est ouvert, vous voyez, comme ça s'est ouvert ici. Ça s'est ouvert là également. D'autant plus que ce plâtre ici, c'est moi-même qui l'ai posé il y a environ 1 an. Alors vous voyez déjà en 1 an comment ça a bougé. Voilà. Donc c'est tout le bâtiment qui se détache de l'autre. Ici vous avez les fondations qui se sont fissurées. Dans ces conditions, Jackie et Ingrid ont décidé de fermer leur commerce. Beaucoup de personnes continuaient à venir puisque la saison n'était pas terminée. Et j'étais obligée de leur dire, voilà, nous sommes en train de faire nos cartons. Par mesure de sécurité, je ne vous fais pas rentrer voir l'exposition. Voilà. Donc tout s'est terminé comme ça en catastrophe. Et voilà, nous avons perdu notre travail.
Et j'ai perdu aussi la possibilité d'exercer ma passion, d'où ma dépression. La peinture, c'est sa vie. Si elle ne peint plus, elle déprime, elle perd la santé en même temps. Et c'est très difficile. Elle prend toujours des médicaments d'ailleurs pour ça. Ouais. Elle n'arrive pas à s'en sortir? Non. C'était sa raison de vivre, c'est sa passion. Et financièrement, bon, ça démarrait doucement, mais c'était... Ça aurait pu continuer bien, quoi. C'était un petit plus. Ouais. Vous-même, comment vous arrivez à tenir le coup par rapport à ça? C'est très difficile. On se soutient l'un l'autre. Quand c'est moi qui déprime, c'est Michel qui me relève et vice-versa. L'arrêté d'évacuation est toujours en vigueur. Ils n'ont pas le choix, ils doivent quitter les lieux. C'est une question de sécurité. Mais pour aller où? Ingrid et Jackie sont maintenant sans emploi. Michel vient de perdre le sien. Un voisin décide de leur venir en aide. Voilà, donc c'est ici qu'on habite. C'est le voisin donc, qui nous a prêté gracieusement. Depuis 3 mois maintenant, ils sont hébergés gratuitement ici, dans ce 3 pièces. Bon, c'est très gentil de sa part de nous prêter ça. Ça nous dépanne, heureusement. Heureusement qu'il nous a prêté ça, oui. La situation reste catastrophique pour eux. Les comptes sont dans le rouge. Moi, je touche 640 € par mois de la CEDIC. Toi, tu touches rien. La CAF, ça nous fait combien? 290 à peine. 290, ce qui fait 930 €. Ensuite, tous les mois, on a le crédit pour la maison qui s'élève à 727 €, un crédit qu'on a fait donc sur 15 ans. Voilà. Donc il ne nous reste plus grand-chose pour manger quand on fait... Il nous reste 200 €. Donc ceci dit, la CEDIC, ça va s'arrêter dans 6 mois. La CAF, ça s'arrête aux 3 ans d'Aurélie, donc on n'aura plus aucune ressource. Je toucherai peut-être l'allocation spécifique de la CEDIC, qui est de 430 € par mois. Mais on aura toujours la banque à payer, oui. Et puis il faudra manger, il faudra... Alors pour le moment, bon, on puise dans nos économies. Oui, mais peu d'économies qui nous restent. Mais ça s'épuise très vite. Dans 5-6 mois, on n'a plus rien du tout, quoi. Voilà, on peut même plus manger. Nous risquons effectivement de nous retrouver avec rien et à la rue, quoi. Lors de notre tournage, Michel et Ingrid ont appris une bien mauvaise nouvelle. Ils vont devoir quitter ce logement. Le propriétaire des lieux ici nous a dit que dans 15 jours, 3 semaines, il allait attaquer les travaux. Donc on ne va pas pouvoir rester ici, il va falloir nous reloger. Donc là, si on ne trouve pas une solution rapidement, ça va être la catastrophe dans quelques mois, quoi. Nous voulons casser la vente et au moins rentrer dans nos frais. Tous les frais de rénovation que nous avons entrepris, eh bien, si nous n'avions pas acheté cette maison-là, nous n'aurions pas eu tous ces frais, y compris les frais liés à l'achat, frais de ce qu'on appelle frais de notaire, et puis un dédommagement aussi au niveau commercial, puisqu'il y a eu une perte d'exploitation, et sans parler du préjudice moral globalement. Pour Michel et Ingrid, il y a urgence. Certes, le couple a demandé l'annulation de la vente, mais ça prendra au moins 2 ans. Impossible d'attendre. Ils décident de partir interroger les différents interlocuteurs du dossier. Qui du vendeur, du notaire ou du maire serait responsable de cette situation? Direction la mairie du village. Michel est équipé d'une caméra cachée. Il veut savoir si l'ancien propriétaire était bien au courant de l'arrêté, alors que jusqu'à présent, il aurait toujours affirmé le contraire. Monsieur, il avait donc connaissance de cet arrêté? Mais selon le maire, l'ex-propriétaire était donc au courant. Il y a 6 mois, il aurait même demandé la levée de cet arrêté. Cette levée, il aurait dû la réclamer en 1993, il y a 15 ans, une fois les travaux de renforcement de la maison terminés. Ils auraient dû me demander de lever l'arrêté de suite. L'arrêté n'a pas été levé suite aux travaux que monsieur a réalisés. Mais l'arrêté, il n'est pas levé encore. Il n'est toujours pas levé. Ah, non. Pour le maire, le coupable serait donc tout désigné, c'est le vendeur. Lui, c'est le principal responsable de cette histoire-là, parce qu'il s'en est quand même débarrassé de cette maison, sachant le danger qu'il y avait. Ça, c'est indéniable. Ah oui. Pourquoi il a vendu celle-là et pas une autre? Parce qu'il en a d'autres. Oui. Mais il y aurait un autre responsable, le notaire. Selon lui, habituellement, il lui fournit une fiche détaillée répertoriant l'ensemble des risques concernant l'habitation. Moi, s'il me fournit ça, je réponds. Oui. Je ne me le fournit pas, je me suis contenté de marquer sur le certificat d'héroïne des zones à risque. C'est vrai que le problème... Donc il y a quand même une responsabilité du notaire. Bien sûr.
le notaire ne peut pas, a priori, deviner qu'il y a un arrêté, si personne ne lui a notifié avant, puisque ce n'est pas un arrêté qui est publié aux hypothèques ou dans les documents d'urbanisme. Pour nous, le maire a quand même le devoir de donner l'information au notaire, puisque c'est le seul intermédiaire que l'on a lorsque l'on achète un bien. Jamais il n'évoque la possibilité d'être en tort lui-même, quoi. C'est forcément le notaire ou le vendeur, ou même nous-mêmes qui n'avons pas demandé l'information. Ingrid et Michel continuent leur enquête. Ils se tournent maintenant vers le notaire. Michel est toujours équipé d'une caméra cachée. Bonjour. Allez-y. Minute à nous accorder. Manifestement, il y a une volonté délibérée de vous cacher la situation, parce que le vendeur, il a l'obligation quand même de vous informer. Hein, oui. Sauf s'il n'en avait pas connaissance, mais on ne peut pas dire qu'il n'en avait pas connaissance. Non, hein, c'est quand même trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros. Donc déjà à la base, il y a un vice caché. Absolument. Et ensuite, eh bien, comment ça a pu se passer après? Les renseignements d'urbanisme n'ont pas révélé non plus la situation. Pour le notaire, il y aurait donc deux responsables. Le maire qui, selon elle, n'aurait pas fourni les renseignements d'urbanisme et le vendeur. C'est vers lui qu'Ingrid et Michel vont se tourner maintenant. Il habite à 2 heures de route de là, il est déjà tard. Quand ils arrivent sur place, il fait déjà nuit, l'entretien est filmé en caméra cachée. Pour Ingrid et Michel, c'est le rendez-vous de la dernière chance. Vont-ils être entendus par leur vendeur? Pas sûr, car le bonhomme est du genre inflexible. Savait-il que sa maison était inhabitable et donc invendable? Est-ce que vous me redites aujourd'hui, monsieur, d'homme à homme, que vous n'étiez pas au courant? Sabine, Mylène et Eric, quant à eux, attendent avec impatience et angoisse que notre équipe retrouve Monsieur V. Ils veulent récupérer leur argent, leur maison et neutraliser cet entrepreneur voyou. Puis nous aiderons Delphine et Manuel qui sont tombés sur un agent immobilier plutôt coriace. Vous êtes l'un des rares agents immobiliers qui collectionnent les procès. Ce sont les clients qui me les font et je les gagne. Il ne veut pas leur rendre 15 000 € qu'ils ont avancés pour l'achat d'une maison. Tout s'écroule et c'est le cauchemar depuis 3 mois, quoi. Leur vie est un enfer. Vont-ils s'en sortir? Sans aucun doute, spécial logement, les pièges à éviter, nos conseils, tout ce que vous devez savoir. La suite, dans un instant. Nous étions avec Michel et Ingrid qui ont mis leurs économies dans une maison qui menace de s'écrouler. Le vendeur, le savait-il? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Il habite à 2 heures de route de là, il est déjà tard. Quand ils arrivent sur place, il fait déjà nuit, l'entretien est filmé en caméra cachée. Donc tout le monde se renvoie la balle, quoi. Le maire nous dit bah, c'est le notaire, c'est monsieur. Le maire, il dit que c'est moi. Vous étiez bien quand même conscient de cet arrêté d'évacuation? Non. Il le savait, car il est propriétaire depuis bien avant 93, de mémoire depuis 87. Donc il était lui-même victime de ce glissement de terrain. Deuxièmement, il ne pouvait pas l'ignorer puisque l'arrêté d'évacuation est un acte administratif qui est publié ultérieurement au journal officiel. Le vendeur était obligatoirement au courant. Sur l'arrêté qui a été publié en 1993, il est indiqué ceci, article 3, le présent arrêté sera notifié aux intéressés, c'est-à-dire au vendeur actuel, et au sous-préfet, ce qui a été fait. On lui a porté cet arrêté, il a demandé d'ailleurs plus tard qu'il soit retiré. Donc bien sûr qu'il le connaît, bien sûr qu'il l'a caché. Non, je persiste, je tire. Moi, il faut comme... Vous êtes le premier intéressé et vous n'êtes pas au courant? Non, non, mais le maire, il sait même pas de quoi, il sait même pas où il habite, dans sa ville. Alors il faut qu'il arrête de raconter des conneries pour se dédouaner. Pour moi, je suis tranquille comme tout. On n'arrive pas à lui faire dire, bon, je savais qu'il y avait cet arrêté, je vous ai escroqué. L'arrêté d'évacuation, il n'est valable qu'à partir du moment où il existe. Ensuite, qu'il ait été fait dans les normes. Il existe puisqu'il est là, on m'a donné. On me l'a montré avec copie. Moi, un bout de papier, c'est pas une problème. Attendez, moi j'ai été dupé dans l'affaire. Hein? Non. Donc forcément... Vous êtes dupé de rien du tout. Vous êtes en train de vous laisser manipuler par les uns et par les autres, y compris par le maître, le maire, qui raconte n'importe quoi parce qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Moi, j'ai toujours été la victime. Bon, allez, on va y aller, hein, monsieur. Bon, est-ce que monsieur a réellement tort et le maire nous a raconté des bêtises, ou est-ce que c'est l'inverse? Point d'interrogation. Et on veut savoir la vérité, quoi. Est-ce qu'on la saura un jour? Le lendemain matin, nous retrouvons Michel. Ils sont désemparés. Dans 14 jours, si rien ne bouge, ils seront à la rue.
Nous avons quitté La Réunion pour protéger Aurélie contre le chikungunya. C'était un nouveau départ pour nous dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve acculé. On l'a protégée de la maladie, mais on ne peut plus lui donner à manger. J'ai plus d'argent pour la nourrir. C'est un drame. Et là, il n'y a même pas d'issue. Comment on va faire? Il y a eu une issue en partant de La Réunion, mais là, on va plus avoir de toit, je vais plus pouvoir lui donner à manger. Franchement, je ne sais plus du tout comment faire. Pour Michel et Ingrid, sans aucun doute, est l'ultime recours. Ils ont quitté l'île de La Réunion pour une nouvelle vie. En jeu, plus de 100 000 €, le prix de la maison qu'ils ont achetée. Seul problème, cette maison est inhabitable. Alors question, le propriétaire savait-il que sa maison était invendable? Le maire a-t-il fait son travail? Le notaire a-t-il omis une information essentielle pour nos témoins? Voici venu le temps des réponses. Il commence par un coup de téléphone au vendeur. Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission, monsieur, j'essaie de comprendre une situation qui m'a l'air un peu complexe et je crois que la meilleure façon, c'est de se tourner vers les principaux intéressés pour les comprendre ici sur le plateau. Donc, il s'agit de la vente de la maison. Vous avez entendu parler, bien sûr, de Michel et Ingrid David. Oui. Est-ce que vous saviez que cette maison était interdite à l'habitation? Non. Elle n'est pas interdite à l'habitation. Mais le maire, donc, ne vous a jamais dit, écrit ou donné en main propre un papier comme quoi la maison était en arrêté? Non. Parce que le maire nous a dit que vous aviez demandé à un moment donné la levée de cette interdiction. Non. Je n'ai jamais demandé de lever cette interdiction. Est-ce que vous avez fait, vous, des travaux à un moment donné? Oui. D'accord. Il y a une catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle a été reconnue par un arrêté gouvernemental. L'assurance a pris en charge les travaux de confortement du bâtiment, a fait une étude de terrain, une étude de travaux. Il y a eu une exécution des travaux par une entreprise spécialisée. D'accord. Et à partir de l'entreprise, il y a eu une expertise comme quoi les travaux étaient effectués correctement et dans les normes. L'assurance a payé les travaux et le dossier date de 14 ans maintenant. Le vendeur nie avoir eu connaissance d'un arrêté de péril daté de 1993, interdisant de fait la vente de sa maison. Pourtant, nous avons une copie de ce document entre les mains. Encore une fois, ce vendeur a-t-il dit à notre couple que sa maison était située sur un terrain à risque? Il y a un acte notarié. Il avait fallu signifier qu'il y avait des tremblements de terre sur le secteur. Ça a été signifié puisque vous avez la notification comme quoi la maison est sur un terrain à risque. C'est marqué en toutes lettres. Le fait que ce soit un terrain à risque, ça signifie qu'il y aura peut-être un jour un problème. Ça ne signifie pas qu'il y a déjà eu un problème, et ça ne l'aura pas dit. Sur ce terrain, il y avait eu un sinistre en 1992. Vous ne m'en avez pas informé avant l'achat, ça c'est clair. Mais est-ce que les voisins savaient qu'ils avaient un arrêté, eux? Un arrêté, personne n'a eu d'arrêté, puisque ça n'a été signifié qu'à personne. D'accord, mais enfin c'est quand même les voisins qui sont venus leur mettre la puce à l'oreille. Oui, non mais attendez, on va pas rentrer dans la polémique des voisins. Hein. Dans la mesure où le maire dit le propriétaire a sa part de responsabilité car il a caché qu'il y avait un arrêté de péril, je me dois, c'est la moindre des choses, de vous poser la question pour que vous me disiez ce que vous nous avez dit à l'occasion de cette caméra cachée. Je crois que vous lui avez dit la semaine dernière, il est venu vous rencontrer là il y a quelques jours, vous lui avez dit que vous pensiez que c'est le maire qui l'avait plus ou moins manipulé. Vous êtes en train de vous laisser manipuler par les uns et par les autres, y compris par le maître, le maire, qui raconte n'importe quoi parce qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Je ne suis pas responsable des manipulations. Moi, voilà. Écoutez-moi, j'ai vendu une maison. Je ne me sens coupable de rien. Si vraiment il y a une responsabilité de quelque chose, le jour viendra au terme du jugement, point final. Nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est aider ce couple, vous savez, qui sont dans une situation catastrophique. Où c'est qu'il est la situation catastrophique? Mais c'est qu'ils n'ont pas le droit d'habiter la maison qu'ils vous ont achetée. Qui c'est qui l'a dit? C'est le maire. D'un côté, nous avons le vendeur d'une maison qui prétend ne rien connaître des décisions du maire de sa commune et qui assure que notre couple peut habiter la maison. De l'autre, un maire qui a décrété que la maison en question était inhabitable. Qui ment dans cette affaire? Il est temps de parler à monsieur le maire.
Monsieur le maire. Oui. Bonjour, je suis Julien Courbet de TF1, l'émission Sans aucun doute. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur le maire. Voilà, je vous explique. J'essaie de comprendre une situation dans le cadre de l'enregistrement de l'émission, puisque nous sommes sur le plateau au moment où je vous parle de l'émission Sans aucun doute, avec les différents intervenants et un couple que vous connaissez, qui sont Michel et Ingrid David, et qui ont ces soucis avec cette maison qu'ils ont achetée, qu'ils ne peuvent pas habiter. Ah oui, d'accord. Alors, on a évidemment essayé de comprendre et on a essayé d'avoir le propriétaire, avec qui nous avons parlé longuement il y a quelques minutes. Oui. Voilà, le propriétaire nous dit, mais alors, clairement, jamais je n'ai été prévenu qu'il y avait un arrêté, personne ne me l'a dit, je ne le savais pas. Et on voulait savoir comment cela pouvait être possible. Bon, alors écoutez, ça, je lui ai déjà entendu dire et je lui ai répondu que j'avais, moi, ici, une lettre à faire en mairie. Je dis ici, je suis chez moi, donc en mairie, j'avais une lettre de son bureau d'études qui me demandait si, faisant les travaux, donc préconisé, je retirerai l'arrêté de fermeture. C'est écrit noir sur blanc, monsieur le maire? Oui, tout à fait, oui. Monsieur le maire, oui. est-ce qu'il nous est possible, nous avons un journaliste qui est sur place, parce que c'est très important, est-ce qu'il nous est possible de voir cette lettre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un cet après-midi peut venir à votre rencontre ou vous lui montrer? Oui, j'ai des rendez-vous, mais je trouverai un moment, oui. Pour le maire, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le propriétaire ne pouvait pas ignorer l'arrêté de péril qui frappait sa maison puisqu'il a engagé des travaux pour la réparer. Et le maire peut le prouver grâce à un document qu'il va nous remettre. Donc, ce monsieur nous dit, après, qu'il a fait des travaux qui ont été financés par sa compagnie d'assurance. Tout à fait, c'est vrai. Et alors, pourquoi ça n'a pas levé l'arrêté? J'ai pas levé l'arrêté parce qu'il me l'a jamais demandé. Moi, il me faut, pour lever l'arrêté, il me faut une attestation de l'entreprise qui a fait les travaux, comme quoi il a fait les travaux correctement par rapport à ce qui a été demandé. Et ensuite, comme moi, j'avais un bureau d'études sur lequel je me suis, parce que moi je suis pas spécialiste, vous savez, dans la chose, donc je me suis garanti avec un bureau d'études. J'ai demandé à mon bureau d'études de passer pour voir si les travaux étaient corrects. Mais il ne me l'a demandé que ces jours-ci. Ah, que récemment, il y a combien de temps qu'il vous l'a demandé? Alors j'ai demandé à mon bureau d'études de passer, mon bureau d'études m'a répondu sur une lettre que j'ai pas fait avoir aussi. Il y a combien de temps qu'il vous l'a demandé? Les travaux ne lui semblaient pas corrects. Il y a combien de temps qu'il vous l'a demandé? Il y a à peu près 2 mois. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Simplement une précision, parce que vous avez dit quelque chose d'extrêmement important au détour d'une phrase. Les travaux qu'a fait le vendeur ne sont pas suffisants pour pouvoir lever l'arrêté de toute façon. D'après le bureau d'études, oui. Le maire vient de nous dire que les travaux effectués par le propriétaire avant qu'il vende sa maison à notre couple n'étaient pas suffisants. C'est une information essentielle pour la suite. Dernière question, maître Pourroy. Oui, bonjour monsieur le maire. J'ai une question. Lorsqu'un arrêté d'évacuation est rendu par la mairie, est-ce qu'il y a possibilité d'offrir aux occupants une possibilité d'être relogés par la mairie eu égard à l'urgence et l'impossibilité d'habiter la maison litigieuse? Je ne vois pas dans les vidéos ce que je peux les mettre. Parce que c'est vrai que des fois on a des logements, d'autres fois on n'en a pas. On ne peut pas mettre quelqu'un dehors pour en mettre un autre. Bon. Très bien. Monsieur le maire, on va se recontacter cet après-midi. En tout cas, voilà, maintenant c'est très clair pour nous, votre version, là, ce que vous nous dites là, ce que vous avez dit également à ce couple quand ils sont venus vous voir il y a quelques jours, ou à l'occasion donc de cet entretien, ou en caméra cachée, vous leur avez bien expliqué les tenants et les aboutissants. Donc si vous pouvez me faire passer le courrier, les courriers, ça serait formidable pour les aider. D'accord. On irait beaucoup plus vite, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre gentillesse. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Un autre acteur pourrait avoir également sa part de responsabilité dans ce dossier. Il s'agit du notaire de Michel et d'Ingrid. D'après le maire que nous venons d'avoir en ligne, ce notaire ne lui aurait jamais demandé de précision quant à la situation réelle de la maison. Il ne lui aurait pas demandé non plus si elle était frappée d'un arrêté de péril, ce qui, bien sûr, aurait rendu la vente impossible. Office notarial, bonjour. C'est une secrétaire qui nous répond, car pour le moment, le notaire est absent. Nous espérons pouvoir le questionner un peu plus tard. En attendant, nous avons du nouveau. Alors, le maire, comme il s'y était engagé, nous a faxé tous les documents qui sont fortement intéressants. Regardez. Voilà l'arrêté d'évacuation délivré le 8 février 1993. L'ancien propriétaire aurait toujours nié en avoir eu connaissance. Pourtant, certains documents prouveraient le contraire.
Dans ce courrier, le maire informe le propriétaire qu'il donnera une autorisation de réouverture une fois les travaux terminés. Deuxième document, cette lettre du 3 octobre 1994. Le cabinet d'expertise en charge des travaux écrit au maire que leur client souhaite la levée de l'arrêté. Le maire répond à ce courrier le 4 novembre 1994. Il explique que la levée est impossible au vu des travaux envisagés. Enfin, le 8 mars 1995, c'est le propriétaire en personne qui demande la levée de l'arrêté. Il semble donc évident qu'il était au courant de son existence. Le vendeur aurait donc menti, mais nos témoins ont maintenant les réponses à leurs questions. Michel nous fait part de sa stupéfaction. Là, on tombe des nues, effectivement, puisqu'on n'avait pas eu connaissance de ce document. Le maire ne vous en a pas parlé, ne vous les a pas montrés? Ce document-là, non. Donnons la parole à Ève Bartoli. Ève, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Donc Ève, vous avez pu avoir vous aussi, on s'est tous faxé ces lettres, vous les avez en main? Oui, je les ai toutes en main. Donc, moi ce que je propose, c'est que je vais essayer de rappeler ce monsieur. Je ne suis pas sûr qu'il ait encore envie de me parler. Juste derrière, vous allez, peut-être de manière informelle, taper à sa porte pour lui donner en main propre les documents pour qu'il voit bien qu'on n'est pas là pour parler dans le vide, mais que, contrairement à ce qu'il nous a dit, il y a malheureusement des documents qui ne laissent aucun doute. Il n'y a aucun problème, Julien. Alors, on essaie de l'appeler d'abord? D'accord. C'est parti. Moi, je me dirige vers chez lui. D'accord, à tout de suite, Ève. Le vendeur ne peut plus nous dire qu'il n'était pas au courant de l'arrêté relatif à l'évacuation de son immeuble. Il ne peut plus nous dire qu'il ne savait pas. Nous essayons à nouveau de le contacter pour le confronter aux documents que nous venons de recevoir, mais curieusement, il est devenu injoignable. Oui. Julien Courbet, l'appareil. Oui. Je vous dérange quelques secondes, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps. Juste pour vous dire que nous avons été à la mairie. Oui. Le maire nous a gentiment donné tous les courriers qui avaient été échangés par les uns et les autres. Et de quel droit il fait ça? C'est des documents publics. C'est des documents publics, monsieur. Ah bon. La réaction du vendeur nous indique qu'il ne s'attendait sans doute pas à voir réapparaître tous ces documents. Pour enfoncer le clou, nous lui lisons un à un les différents courriers. Était-il au courant de l'arrêté de péril qui frappait sa maison? Nous lui reposons la question. Est-ce que vous me redites aujourd'hui, monsieur, d'homme à homme, que vous n'étiez pas au courant, avec ces courriers que j'ai sous les mains? Non, qui les a eus? C'est le maire, pas moi. De toute façon, c'est pas moi qui ai commandé les travaux. C'est l'assurance qui a commandé les travaux. C'est l'assurance qui a géré le problème. Moi, je n'ai plus rien à dire là-dessus. Non, moi, ça, je me doute. Bon, on va quand même vous glisser, si vous le voulez bien, dans votre boîte aux lettres les documents, comme ça vous les aurez. Vous saurez, vous n'aurez pas de surprise. Oui, oui. Bon, écoutez-moi, j'ai un avocat, je vais l'appeler, après je vais l'appeler, j'attends qu'il me réponde. Oui, monsieur, je vais vous donner un conseil, c'est effectivement d'aller voir votre avocat avec les papiers que la journaliste va vous mettre dans la boîte aux lettres. Et puis vous demanderez à votre avocat, avec des papiers qui montrent que mon assureur, mon expert et moi, on était au courant de l'arrêté. Est-ce que malgré tout, on pouvait vendre à ces personnes qui ont acheté l'immeuble sans leur dire non seulement qu'il y avait l'arrêté, mais que le maire avait refusé de lever l'arrêté? Posez-lui la question et ensuite vous verrez s'il ne vous conseille pas plutôt de trouver un arrangement amiable. Oh, je n'ai plus rien à vous dire. D'accord. Merci, monsieur. On vous fait passer les documents, comme ça vous pourrez les montrer. Et raccrocher. Voilà. Mène devant le fait accompli. Le vendeur de la maison reste campé sur ses positions. Pour lui, il n'a jamais été au courant de l'arrêté. Mais comme l'explique Brigitte Ponroy, nos témoins ont maintenant suffisamment d'éléments pour démontrer qu'ils ont été indiscutablement trompés lors de la vente. Avec les documents que nous avons obtenus aujourd'hui, il est incontournable à mon sens qu'on puisse effectivement parler d'une certaine mauvaise foi de votre vendeur. Profitez de l'instance pour demander à votre banque de suspendre peut-être les mensualités d'emprunt, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité financière de trouver autre chose. D'accord. Et s'il regarde, et il regarde forcément cette émission, monsieur le maire, merci beaucoup. Alors, en quelques heures, il est allé dans sa petite mairie, il a sorti tous les documents, il les a faxés. Chapeau pour ce qu'il a fait. Bravo et merci pour lui. Grâce aux documents faxés par le maire de leur commune, Ingrid et Michel ont obtenu de la banque de ne rembourser que 300 € par mois au lieu des 700 initiaux. C'est une première victoire.
Le jugement devrait ensuite leur permettre d'annuler la vente de la maison et d'être intégralement remboursés. C'est encourageant pour nos témoins que nous suivrons de près dans les prochaines semaines, tant sans aucun doute.